Donc déjà, voilà, on peut agir sur la rentabilité, on peut agir par les volumes. Voilà. Et globalement, on a un business model dans la banque de détail qui s'appuie sur des produits peu différenciés. Un PEL au Crédit Agricole, c'est le même que le PEL à la Banque Populaire ou à la Caisse d'épargne. On a très peu de différence sur les produits. Et puis, on est sur des marges unitaires faibles. Un produit, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros des fois. Ou quand on raisonne sur les capitaux gérés, la mesure de la marge, elle est en point de base. On appelle ça BP en anglais. Et un point de base, c'est 1 centième de pourcentage, 0,01%. Vous voyez, on est sur des marges unitaires très, très faibles. En revanche, là, on travaille sur des masses importantes en nombre et en montant. Donc, le groupe Crédit Agricole, c'est 51 millions de clients. CATP, c'est 530 000 clients sur 2 départements. Ça veut dire, comme c'est des départements qui comptent plus d'1 million d'habitants, qu'il y a autant de prospects. Vous voyez, on travaille sur des grands nombres. Pareil sur les capitaux gérés. Vous avez vu, on a plus de 11 milliards de crédits. Ben, il faut savoir que 1 centième de pourcentage, un BP, quand on le multiplie par 10 milliards, ça fait 1 million. Donc, à chaque fois qu'on se bat sur 0,01% quand on parle d'une marge et qu'on l'applique sur 10 milliards, eh ben, au bout du compte, il y a 1 million de revenus en plus. Donc, voilà, on fait vraiment un métier de nombre et de masse de capitaux et il faut savoir se battre sur les centimes. Donc, vous l'avez vu, une première voie de développement, mais ça va être d'avoir plus de clients. Donc, d'où nos objectifs réitérés de Conquête Net, augmenter le fonds de commerce. Donc, voilà, une phase avant crise de 2009 de conquête entre 6 et 7 000 qu'on a retrouvé dans les années 2016-2017 et qui ont été plus difficiles ces 2 dernières années, même si on voit un premier rebond en 2020. Premier rebond à moduler parce qu'en fait, il s'est beaucoup fait aussi sur notre accompagnement des marchés spécialisés, des professionnels, y compris les auto-entrepreneurs. Alors que sur les personnes physiques, on a plutôt un fonds de commerce qui stagne. Donc, ça reste un enjeu majeur. En revanche, voilà, la crise sanitaire, on voit qu'elle est en train de faire bouger les lignes. Donc, globalement, le constat des 2-3 dernières années, c'est qu'on n'est pas sur la progression démographique aussi forte qu'annoncée par l'INSEE. Pour autant, l'INSEE continue à maintenir ses provisions pour nos 2 départements, qui se situent à plus 6 000 par an au minimum. Mais on les a pas connus ces dernières années. En revanche, il y a de plus en plus de mouvements. On voit que la crise a engendré des mobilités géographiques, inter- et intra-départements. Donc, voilà, l'Indre-et-Loire et la Vienne sont attractifs pour des gens qui travaillent à Paris. Ça peut être une solution de venir habiter dans nos 2 départements ou à l'intérieur des départements. Donc, on voit bien, et il n'y a pas que les villes qui attirent et on retrouve, on, on entend à nouveau parler voilà, de dynamisation des villes moyennes, voire des petites villes. Donc, c'est autant de mouvements qu'on pourra exploiter pour faire bouger les lignes en matière d'évolution du fonds de commerce. Et puis, on le voit, on dénombre sur nos 2 départements plusieurs fermetures de points de vente concurrents. Et là, pour le coup, même en ville, donc les lignes bougent, à nous d'en profiter. Donc voilà, ça sera sans aucun doute un thème du projet d'entreprise. Donc, le Crédit Agricole, c'est la banque de tous les clients. Pour autant, il faut avoir des approches très segmentées puisque la richesse n'est pas également répartie en France. Donc, il faut en tenir compte. Et quand on regarde nos 320 000 ménages, il y a une partie de, de cette clientèle qui détient la plus grande partie de produits d'épargne, notamment. Donc, la clientèle dite haut de gamme, c'est à peu près 39 000 clients, dont 22 000 fortunés et dynamiques. Et donc, on voit bien qu'il va falloir qu'on ait une approche segmentée et de nos moyens et de nos objectifs. Et c'est ce qu'on a fait. Il n'y a rien de nouveau, puisque les précédents projets d'entreprise ont été l'occasion de renforcer les filières patrimoniales et les filières professionnelles. Et puis, on est aussi une banque de nombres, de masse, puisqu'on a à peu près 130 000
plus de 130 000 clients dits intermédiaires, et puis 140 000 clients grand public, dont une partie est à réactiver en termes de relations. Donc plus de clients, des approches toujours segmentées, et on voit que c'est voilà, c'est un enjeu majeur, hein, parce que la clientèle patrimoniale, par exemple, est très disputée. Donc là, on voit pas très bien les graphiques, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que en bas, vous avez le taux de pénétration des banques sur la clientèle des particuliers, hein, des majeurs globalement, et en haut, vous avez le taux de pénétration sur les clients dits patrimoniaux. Alors évidemment, il y a de la multibancarisation, hein, donc vous avez plus de 100% quand vous additionnez le tout, mais ce qu'on voit, c'est que les banques traditionnelles, dont le Crédit Agricole, on a le même taux de pénétration sur les majeurs, hein, 28%, que sur les clientèles, la clientèle des clients patrimoniaux, hein, 28%, alors qu'il y a une vraie concentration de cette clientèle-là dans les banques en ligne, hein, parce que les banques en ligne, c'est 9% globalement dans les banques en ligne, et sur le podium, vous avez Boursorama, ING et Fortuneo. 9% de taux de pénétration sur la clientèle des majeurs et 35%, et ça augmente, sur la clientèle patrimoniale. On a à peu près le même phénomène sur ce qu'on appelle les néobanques, et on a la même chose aussi sur les deux acteurs BNP Paribas et Société Générale, puisqu'ils ont à peu près 8% de taux de pénétration chacun sur la clientèle des majeurs, mais ils ont le double sur la clientèle patrimoniale, puisqu'ils ont un taux de pénétration de 16%. Donc on voit à la fois les différences de stratégie et que c'est un marché disputé. Et pour tout ça, on part pas de zéro, hein, puisque vous savez qu'on a mis en place dans la caisse régionale, hein, la démarche dite allocation, qui est une adaptation du programme relationnel segmenté, hein, donc ça se matérialise par les affiches que vous connaissez bien, pour apporter le bon niveau d'équipement à chacun des segments. Donc voilà, plus de clients, mieux équipés. Et notamment à l'occasion du crédit, hein, puisque on voit, on a souvent communiqué sur le sujet. Un crédit habitat, en moyenne, ça va rapporter 400 euros. En revanche, si vous équipez le client de l'ensemble des produits attachés ou qu'on peut vendre à l'occasion de la mise en place d'un crédit habitat, ben, vous avez un PNB qui est plus proche de 1300, donc 3 fois plus de PNB, de revenus, si on équipe un client une fois qu'on lui a fait un crédit habitat. Donc des enjeux très forts d'équipement et développement du fonds de commerce. Et puis, on le sait, hein, le crédit reste un moteur fort du développement des banques, hein, et c'est particulièrement vrai en France, que vous voyez, on a une très forte croissance des crédits aux ménages, et donc tout de suite vient, et donc ça c'est quelque chose qu'on gère globalement à la caisse régionale, hein, tout de suite vient la nécessité aussi de bien maîtriser les risques, et c'est ce qui s'est passé globalement sur le système en France, hein, puisque le coût du risque, enfin la part des crédits non performants, donc des défauts, a été divisé par 2 en France entre 2015 et 2021, et il y a eu un fort mouvement de baisse aussi partout en Europe, notamment en Italie, où c'était un vrai sujet, et la situation commence à se normaliser. Donc voilà. Donc le développement de crédit reste un moteur fort, et donc il faut toujours avoir en tête aussi la maîtrise des risques sur ces sujets-là. Donc on a fait un panorama un peu des banques, rebalayé un peu l'environnement global et les impacts des différentes crises. Et puis on voit, hein, si on s'arrête 5 minutes, et là aussi c'est pas exhaustif, et j'invite chacun à se faire sa propre idée, faire ses propres recherches pour aller un peu plus loin sur le domaine. Mais on voit que les concurrents, les stratégies commencent à se différencier aussi, hein. Donc on est beaucoup sur la sélection de clients à BNP, hein. Il y a même des témoignages dans le réseau qui nous indiquent qu'ils nous envoient leur clientèle intermédiaire et grand public. Donc à nous de savoir aussi capter la clientèle patrimoniale. Un développement géographique, on l'a vu. Il y a des fusions de réseaux, hein. Donc quand je parlais de fermeture de points de vente, il y en a sûrement encore devant nous, puisqu'il y a des grands réseaux qui fusionnent, hein, Société Générale et Crédit du Nord. Il y a des banques qui ont complètement abandonné le marché français, hein. Ça a été le cas de HSBC, qui a même payé pour sortir de la France, hein. Donc voilà, c'est un grand groupe international. Il est complètement mobile. Vous voyez, il est mobile géographiquement. Donc s'il ferme la France, il fera plus de business en Asie. Et puis peut-être qu'un jour ils reviendront. C'est totalement impossible quand vous êtes une caisse régionale. On est attaché statutairement à nos 2 départements, donc on est obligé d'avoir des stratégies dans la durée.
Après, vous avez des stratégies aussi un peu plus différenciées, avec par exemple Arkea, le Crédit Mutuel, donc Bretagne et Sud-Ouest, qui a une activité un peu industrielle de marque blanche, hein, qui va fournir des services bancaires pour d'autres acteurs. Peut-être un loup dans la bergerie avec les GAFAM, hein, c'est à fournir des prestations à des grands opérateurs. Et puis, vous avez toutes les banques que je qualifierais de transactionnelles, hein, parce qu'en fait, elles se concentrent sur une partie de l'activité. Et pour le moment, elles se valorisent plutôt sur la capacité à acquérir des clients que sur leur propre euh, rentabilité interne. Donc, évidemment, à nous aussi maintenant de faire évoluer notre business model, hein. Et je pense que vous le voyez, j'espère, à travers cette présentation, il faut qu'on s'appuie aussi sur nos différences, parce que c'est ce qui fait la marque d'un business model, c'est comment on se différencie de la concurrence, comment, avec nos propres moyens, on va assurer la, la pérennité de nos résultats. Donc voilà, donc quelques pistes, hein. On voit bien il y a un grand mouvement qui se dessine, hein, c'est avoir plus de conseils, hein. C'est vraiment les transformations qu'on est en train de conduire visent à pouvoir dégager du temps pour donner plus de conseils. Est-ce qu'on arrivera jusqu'à le rendre payant, hein, ce qui serait quelque part le vrai, comment dire, la vraie traduction de la qualité de nos services, hein, plutôt que de faire payer des frais de dysfonctionnement, il vaudrait mieux faire payer l'accès à un conseiller qualifié. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler. On le voit bien, on a un enjeu d'industrialisation, donc il y a plein de nouvelles technologies dont on maîtrise l'usage, hein. On est tout à fait aussi bien équipé que les banques en ligne. Donc c'est plutôt dans l'usage et le développement de l'autonomie des clients qu'il faut qu'on travaille, hein, parce qu'on est une banque de nombres et donc il faut cultiver, je dirais, et encourager l'autonomie des clients sur les opérations courantes. C'est tout le sens de la préattribution aussi, hein, par exemple. On allie quelque part une forme de conseil, de pré-conseil basé sur des modèles et des observations pour un passage à l'acte rapide du client. Évidemment, il faut qu'on capitalise sur toutes les possibilités d'apport croisé avec le groupe, hein. C'était déjà un thème du plan d'entreprise actuel. Et puis, je crois que notre mot d'ordre, hein, sur le business model, et là, on va vraiment faire la différence, c'est sur la proactivité. Donc, souvent, on essaye de nous vendre des leads, hein, c'est-à-dire des espèces de mise en relation. Donc, c'est la spécialité de Google, hein, c'est la spécialité des GAFAM. On va nous donner voilà, des indications que tel ou tel client a navigué sur telle ou telle cible et on pense qu'il est prêt à acheter une maison ou à financer une voiture. Mais voilà, on n'a pas besoin de ça. Quand on est une banque territoriale, on a notre propre modèle de prescription. Voilà, euh, quand une agence immobilière ou Square Habitat nous apporte une prescription, vous voyez tout de suite que ça a beaucoup plus de valeur qu'à Leeds où il va falloir aller chercher où le client habite et redécrire son projet. Et quand on a un maillage comme le nôtre, on devrait louper aucune affaire sur le territoire par ce biais-là. Donc c'est la même logique pour la recommandation. Et d'une manière générale, toute l'implication mutualiste, hein, donc c'est comment on fait jouer la ligne mutualiste aussi sur ces sujets. Et c'est par exemple ce qu'on cherche à faire dans les réunions synergie, comment on tire parti de tous les moyens territoriaux qu'on a, notre présence physique sur le territoire, en se parlant plus, en s'adressant des recommandations et quelque part en étant au cœur du développement de tous les projets sur notre territoire. Donc la connaissance locale, hein, c'est un axe fort de développement et d'ailleurs, on l'a embarqué dans la construction de ce projet d'entreprise avec le plan de développement des agences, hein, mais aussi celui des filières avec la connaissance des filières avec les plans de développement des services. Donc vous le voyez, hein, faire évoluer le business model, c'est un enjeu fort de notre projet d'entreprise et c'est pour ça qu'un des ateliers thématiques du projet d'entreprise a été dédié à cette thématique-là. Et donc c'est Pascal Charpie et, Pierre-Damien Chaland qui seront à la manœuvre sur ce domaine-là. Et donc cette conférence est une espèce d'introduction sur le sujet